Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous terminons le cours avec ce dernier module, le module 16. On entend souvent parler d'accidents avec des ponts. Les ruptures de ponts hydrauliques sont majoritairement causées par une interaction incontrôlée de l'eau ou de la glace. Les conséquences peuvent aller d'un simple entretien non prévu à la perte complète de la structure ou même à des accidents mortels. Avant les années 1970, plusieurs ruptures de ponts hydrauliques se sont produites au Canada. Bon nombre de ces défaillances étaient dues à l'affouillement qui a sapé les fondations des piles du pont. Ces défaillances étaient principalement dues à des ouvertures hydrauliques inadéquates ou mal placées. La construction d'un écoulement causé par l'ouverture du pont et des piles de pont provoque des pertes d'énergie de contraction et d'expansion. Il en résulte une augmentation d'élévation de la surface de l'eau en amont par rapport à la normale. Cette élévation excessive de la surface de l'eau dans la section transversale d'approche du pont est appelée eau de retour. Dans ce dernier module, nous allons voir les spécificités hydrauliques du pont. Nous verrons notamment la classification des écoulements, les calculs des courbes de remous, l'affouillement aux constructions et l'affouillement autour des piliers de pont. Lors de la conception de pont, il faut faire très attention à son ouverture. L'ouverture du pont est définie comme l'espace entre ses deux butées. Les ponts obstruent souvent l'écoulement d'un cours d'eau. Sur la figure ici, on peut voir le pont traversant le Norrish Creek en Colombie-Britannique. La largeur de la rivière au niveau du pont est de 28 mètres, mais la largeur de la rivière en amont et en aval est considérablement plus large. Le pont repose donc sur une contraction naturelle. Les supports du pont réduisent encore plus cette contraction. Il en résulte des pertes d'énergie considérables et cela cause un cas d'étranglement. Pour de grandes longueurs, l'ouverture est réalisée avec plusieurs travées entre les piliers. L'écoulement de chaque travée est donc contracté. En outre, il y a d'importants écoulements trois-dimensionnels près des piliers qui créent de l'érosion. Dans cet exemple, nous pouvons voir à quel point la rivière Knit, en Alaska, est contractée à la hauteur du pont. De longues berges ont été construites afin de diminuer la longueur des travées. Lorsqu'on étudie les contractions causées par les piliers de pont, on peut identifier 4 sections clés. Les sections 1 et 2 qui sont en amont des piliers et les sections 3 et 4 qui sont en aval du pont, telles qu'illustrées ici sur la figure. Afin d'éviter l'étranglement, il faut suivre certaines recommandations. Il faut notamment s'assurer que la longueur de la section 2, c'est-à-dire juste avant les piliers, est plus large que la largeur critique B2C. La largeur critique B2C, quant à elle, est obtenue à l'aide de certaines caractéristiques d'écoulement de la section 4, dont la largeur et le nombre de froudes. Ces indications nous permettent de concevoir de manière sécuritaire des piliers de pont lors d'un étranglement. Nous pouvons identifier plusieurs types d'écoulement passant au travers des piliers de pont. Le premier type d'écoulement arrive lorsque l'écoulement est sous-critique sur toute la longueur. Tel que vu auparavant, ceci arrive lorsque la contraction n'est pas suffisamment importante pour passer par la profondeur critique ou par un écoulement critique. Par conséquent, la profondeur d'écoulement demeure supérieure à la profondeur critique tout au long des 4 sections entourant le pont. Nous dirons que l'écoulement est de type 2A lorsqu'il y a un étranglement à la contraction. L'écoulement devient par conséquent critique à la contraction. Suite à la contraction, la profondeur critique diminue.
Il n'y aura donc pas de ressaut hydraulique, même si l'écoulement passe par un écoulement critique durant la contraction. Dans le troisième cas, l'écoulement est de type 2B. La contraction cause un étranglement en amont. On passe par un écoulement critique à la contraction et on aura un écoulement supercritique en aval. La profondeur en aval étant moins grande que la profondeur critique, une fois la contraction passée, un ressaut hydraulique se formera afin de revenir à un régime sous-critique. Pour les études de crue, il est important de savoir de combien la profondeur de l'eau augmente à cause des piliers. Comme il y a une grosse perte d'énergie, l'équation de l'énergie n'est pas très utile et on lui préfère l'équation du moment. L'équation du moment prend en compte plusieurs paramètres de la section du pont, comme les largeurs des piliers et de la travée, le nombre de travées, ainsi qu'un coefficient de traînée qui dépendra majoritairement de la géométrie des piliers. Voici la démonstration de l'équation présentée à la diapositive précédente. Ici, il s'agit simplement de combiner l'équation du moment entre les sections 1 et 4 avec la force de traînée agissant sur les piliers du pont. De façon alternative, nous pouvons aussi utiliser l'équation de Yarmel lorsqu'il s'agit d'un écoulement de type 1, c'est-à-dire lorsque le régime est sous-critique sur toute la longueur de l'écoulement. Vous avez ici l'équation de Yarmel. Celle-ci tient compte du ratio de l'air de la section, qui est obstrué, versus l'air total, ainsi que du type et de la forme des piliers du pont, qui influenceront la valeur de la constante K. Voyons un exemple ensemble. Un pont doit être construit au-dessus d'une rivière de 50 mètres de largeur. Les culées du pont seront de 10 mètres de chaque côté de la rivière et deux piliers de pont de 1 mètre de large seront situés à 20 mètres et à 30 mètres dans la rivière. Le débit est de 100 mètres cubes par seconde et N vaut 0,03, tandis que S0 vaut 0,0005. Vérifiez s'il y a étranglement et l'augmentation du niveau d'eau en amont. Ici, on utilise un CD de 2,5. Voici un schéma qui illustre la section du pont. Commençons par vérifier s'il y aura un étranglement causé par la contraction. La première étape consiste à calculer la largeur critique B de C. Pour ce faire, il nous faut le nombre de Froude de la section 4. Il faut donc utiliser l'équation de Manning pour trouver la profondeur normale, soit de 1,86 m, calculer la vitesse d'écoulement, 1,08 m par seconde, et enfin, calculer le nombre de Froude de 0,25. Tout ça nous donne un écoulement sous-critique. Une fois le nombre de Froude connu, nous pouvons calculer le coefficient R, 0,337, et dans la foulée, la largeur critique B de C, qui est de 16,85. Afin de vérifier s'il y a un étranglement, il faut comparer la largeur de la section à la contraction, soit 30 mètres, avec la largeur critique obtenue, 16,85 mètres. On peut conclure qu'il n'y aura pas d'étranglement. L'écoulement sera donc de type 1. Ensuite, pour calculer la profondeur d'eau, on utilise l'équation du moment. Puisqu'on se situe dans un régime sous-critique, on sait que l'écoulement sera contrôlé par l'aval, où la profondeur tendra vers la profondeur normale. Profondeur normale que nous avons déjà calculée dans la première partie de la question et qui était de 1,86 m. En appliquant l'équation dérivée précédemment, on peut calculer la profondeur en amont du pont, soit Y1,
pour laquelle nous obtenons 1,91 m. On peut donc dire que le pont provoque une augmentation de 0,05 m par rapport à la profondeur normale, qui est, elle, rappelons-le, de 1,86 m. Il existe des logiciels pouvant nous aider dans la conception hydraulique des ponts. On a par exemple le logiciel WS Pro, dont nous voyons l'interface ici. Celui-ci prend en compte et modélise plusieurs types de ponts, simples, à plusieurs piliers, de sections irrégulières, etc., ainsi que plusieurs autres conditions hydrauliques. HEC RAS est un autre logiciel ayant la capacité de modéliser les ponts. Cependant, celui-ci utilise une approche légèrement plus simplifiée et contient donc moins de fonctionnalités différentes. Discutons maintenant un peu de l'affouillement autour des piliers d'un pont. Les crues, les inondations et l'affouillement autour des piliers de pont causent plus d'effondrements que tous les autres phénomènes combinés. Sur les photos, on peut voir un pont qui s'est effondré dû à un affouillement important, s'étant produit à l'extrémité nord de la culée, ouest, ainsi qu'une érosion importante de la partie du socle du pilier numéro 2 et du lit de la rivière. Remarquez ici l'augmentation de la vitesse d'écoulement au niveau du pilier. Ce phénomène peut causer d'importants dommages à long terme. Par exemple, sur l'image de droite, on voit le pilier d'un pont traversant la rivière Fraser à Agassiz. On voit ici qu'un trou d'une taille considérable s'est formé. Le docteur Reni se tient même debout dedans. Il existe deux types d'affouillement. L'affouillement de contraction, où les culées réduisent l'air transversal disponible pour l'écoulement. Il y aura donc augmentation de la vitesse et de l'érosion. Il s'agit plutôt d'un phénomène à l'échelle globale de la section. On a aussi l'affouillement local, c'est-à-dire directement au pilier. Dans ce cas-ci, il y a érosion autour des piliers en raison de l'accélération de l'écoulement et des vitesses dirigées vers le lit. Les dommages causés sont alors plutôt localisés à certains endroits très proches des piliers. L'affouillement total est la somme des deux types. L'affouillement peut s'effectuer sous deux conditions, soit en eau claire, soit en lit en mouvement ou de charriage. L'eau claire, comme son nom le suggère, concerne une rivière qui ne transporte pas de sédiments. Comme il n'y a pas de transport, la contrainte de cisaillement est inférieure à la contrainte de cisaillement critique d'OCR. La condition de charriage concerne une rivière qui transporte des sédiments. On dit que le lit est en mouvement. En général, lorsque le lit est en mouvement, l'affouillement est moins important. Les sédiments, transportés depuis l'amont, remplissent au fur et à mesure l'affouillement. En d'autres mots, l'eau transporte déjà des sédiments, ce qui réduit sa capacité à en transporter d'autres. La plupart des rivières présentent du charriage. Cependant, dans certaines parties de rivières, comme par exemple dans les plaines inondables, la condition d'eau claire peut être mieux observée. On peut estimer la profondeur causée par un affouillement de contraction lorsque le lit est en mouvement grâce à cette formule. Elle prend en compte la largeur de la contraction ainsi que la profondeur de l'écoulement avant la contraction. C'est une équation relativement simple à utiliser. Les chercheurs Melvin et Coleman ont proposé une simple modification de l'exposant dans l'équation qui varierait en fonction du type de matériel qui compose la base de la rivière. Les valeurs proposées sont présentées dans le tableau ici. Dans le cas d'une situation d'eau claire, l'affouillement peut être estimé à l'aide de cette équation. Celle-ci considère la largeur et la profondeur de l'écoulement à la contraction. En ce qui concerne l'affouillement local, Larsen a proposé une équation dérivée de nombreuses expériences en laboratoire.
Celle-ci considère la largeur du pilier, la profondeur de l'écoulement avant la contraction, ainsi que quelques coefficients qui dépendent de la forme et de l'emplacement relatif des piliers face à la direction d'écoulement. Les coefficients K1 et K2 peuvent être estimés à partir de la figure et du tableau suivant. Le coefficient K1 dépend du ratio des dimensions du pilier ainsi que son emplacement relatif par rapport à la direction de l'écoulement, tandis que le coefficient K2 dépend plus de la forme géométrique du pilier. Richardson et Davis ont proposé une autre équation pour estimer l'affouillement local dans laquelle ils incluent un coefficient Ks en lien avec les formes du lit, ainsi qu'un coefficient additionnel K4 qui est plutôt en lien avec le phénomène de protection blindage, phénomène dont nous avons déjà brièvement discuté dans le module précédent. Notez aussi que le nombre de fraudes est considéré comme un facteur jouant un rôle sur l'affouillement local. Voyons un deuxième exemple. Calculez la profondeur d'affouillement maximale au niveau d'un pilier de pont si la largeur du canal en amont est de 60 mètres et que la largeur du pont est de 45 mètres. Il y a 3 piliers alignés avec l'écoulement, chacun ayant une largeur de 0,75 m, un ratio longueur de 10 et une forme en amont semi-circulaire. La profondeur en amont est de 2,5 m. Dans cet exercice, il suffit simplement d'appliquer les équations que nous venons de voir pour estimer l'affouillement autour des piliers. Ici, nous avons une contraction et des piliers qui vont créer de l'affouillement. Nous allons assumer un lit en mouvement car nous n'en savons pas plus. En appliquant l'équation d'affouillement de contraction pour le lit en mouvement, nous obtenons un affouillement de 0,471 m. Pour ce qui est de l'affouillement local autour des piliers, si on applique l'équation de Larsen, nous obtenons un affouillement maximal de 1,45 m. En prenant la somme de ces deux valeurs, on obtient un affouillement maximal total de 1,92 m. L'écoulement au niveau des culées est différent de l'écoulement autour des piliers. Il existe d'autres formules pour estimer l'affouillement près des culées, mais elles ne seront pas discutées dans ce cours. Finalement, la US Federal Highway Administration recommande le logiciel HEC 18 qui permet de modéliser et de calculer l'affouillement, et ce, dans plusieurs situations. Vous trouverez de l'information additionnelle sur le logiciel à l'adresse mentionnée ci-dessous. Gardez-le en tête, il pourrait vous servir un jour. Voici ce qui termine notre module 16 et notre cours. Nous vous félicitons d'être arrivés jusqu'ici. Prenez le temps de bien revoir les narrations, de comprendre chaque concept et définition, et de résumer à votre façon le cours avant votre examen final. Merci à vous pour cette belle session et bon travail.